Tu te demandes si après 4 ans de relation, c'est possible d'être vraiment heureux? Encore amoureux? Si deux personnes restent ensemble, est-ce que c'est parce qu'elles ne se disputent jamais ou qu'elles sont des âmes sœurs? Est-ce que tu te demandes si c'est pas mieux d'être célibataire plutôt que d'être en couple? Parce qu'être en couple, c'est une contrainte. Si ça fait partie des questions que tu te poses, ce podcast va t'intéresser. Moi, c'est Julia, et mon but dans la vie, c'est d'y trouver du sens. De profiter chaque jour, d'être inspirée, d'oser et de m'émerveiller. J'adore voyager, parler d'amour, de sexe, de philo, de psycho, d'entrepreneuriat et de dev perso. Et tout ça avec le cœur, de moi à toi ou avec des copains. Alors installe-toi comme moi, avec une soupe, et oui, pas de café latte pour moi, et prends un moment pour toi. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Hello les gars, j'espère que vous allez bien ce jeudi matin et que vous êtes en forme, et que si c'est pas le cas, écoutez ce podcast vous redonnera le sourire. Aujourd'hui, je suis avec un invité très spécial, c'est mon copain, et on va vous parler de couple. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de discuter de ça parce que le couple, c'est quelque chose qui touche tout le monde, que vous soyez en couple ou pas actuellement. Parce que je pense que vous le voyez aussi, notre monde est bousculé, le couple entre autres, les normes changent et ça fait que parfois on est perdu, on ne sait pas comment faire ou que croire. Est-ce qu'on accorde de l'importance aux relations longues ou à la fidélité, comme c'était plutôt la norme avant? Quel est notre idéal? Est-ce qu'on accorde plus d'importance à la liberté, au fait de pouvoir changer de partenaire, ou un mix de tout ça? Ce sont des questions qui perso m'intéressent beaucoup. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je fais maintenant un master en sciences de la famille et de la sexualité. Enfin bref, passons aux choses sérieuses. Tout ce dont on va vous faire part aujourd'hui avec mon copain, c'est notre manière à nous de fonctionner, notre vision des choses, donc en aucun cas on dit que c'est la bonne manière de faire. Et puis ce qu'on pense maintenant, peut-être que dans 2 mois ou 2 ans on le pensera plus. D'ailleurs, c'est le cas pour tous mes podcasts. Donc voilà, inspirez-en vous, c'est difficile à dire, si vous le voulez, mais on n'est pas des boss de l'amour. Alors pour que vous sachiez quand même un peu qui est Gauthier avant qu'on commence à discuter, je vous le laisse se présenter en 2 mots. Salut tout le monde, moi du coup c'est Gauthier, j'ai 22 ans et je viens du fin fond de la campagne belge, donc si vous connaissez la foire agricole, c'est plus ou moins de là que je viens en Belgique. Je suis l'aîné d'une famille nombreuse, j'étudie la psychologie et je suis la personne la plus bavarde de tout mon entourage, donc je m'excuse d'avance pour la longueur du podcast, mais je trouvais que c'était aussi une belle occasion pour moi de m'exprimer et d'être écouté. Bon, maintenant vous savez un peu, bon j'avoue c'est très peu, mais le but ici c'est pas de faire un speed dating, qui est Gauthier. Alors notre idée aujourd'hui c'était de faire une sorte de bilan de nos 4 ans de relation qu'on a fêté le 19 novembre. Parce que maintenant ça fait 4 ans qu'on s'est rencontrés à l'université, très peu de temps après la rentrée. Et on a traversé beaucoup d'épreuves, on a fait beaucoup de chemin ensemble en 4 ans. Et donc notre idée, c'est de partager un peu toutes les réflexions et tous les enseignements qu'on tire de notre relation. Je pense que l'idée principale, ou en tout cas par laquelle j'aimerais commencer, c'est l'idée qui est que après 4 ans, c'est plus possible qu'il y ait de l'amour parce qu'en fait, il n'y a plus de passion. D'ailleurs, on entend souvent que après 3 ans, il y a plus de passion parce que la passion dure 3 ans, que c'est la crise et que c'est à ce moment-là qu'on voit si un couple tient ou pas. Et en tout cas, moi, dans mon imaginaire, avant d'avoir passé ce cap, c'est vrai que je me disais que après, ben, ça devait être un peu pénible d'être en couple, que c'était plus aussi chouette et aussi fun et que c'était plutôt une sorte de... Vous savez, comme quand vous courez, que vous faites un sprint ou que vous faites de l'endurance, ben moi, j'aime pas l'endurance. Et je voyais un peu ça comme ça, quoi, que ça devait être quelque chose de pénible, plutôt une contrainte. Et en fait, ben, maintenant que je suis dans la relation et que j'ai aussi des intentions qui sont tout à fait différentes de ces pensées-là que je pouvais avoir avant, je me rends compte que c'est pas du tout ça et que ma relation, elle m'apporte énormément, qu'elle me fait énormément de bien, que c'est, je le dis souvent, mais mon meilleur outil de développement personnel et
et de travail sur moi, sur toutes mes difficultés, sur toutes mes insécurités. Hem, donc voilà. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent se dire que si on est toujours ensemble, c'est parce que, bah, on a des âmes sœurs ou parce qu'on n'a jamais de problème, parce qu'on sait pas, parce qu'on se dispute pas. Or pour moi, c'est pas du tout le cas. On se dispute, pas tout le temps, mais on se dispute aussi, mais on se dispute aussi pas n'importe comment. On n'est pas des âmes sœurs, on a aussi des soucis, mais on a appris à les traiter et à les voir d'une certaine manière et à voir notre couple comme une super bonne opportunité d'en apprendre plus et on a appris à pas voir les problèmes comme: «OK, ben, si on n'arrive pas à régler ce problème, en fait, on se sépare». Je sais pas Ouais. ce que tu en penses? Bah non, enfin, je suis complètement d'accord. Je pense on a tous les deux un peu ce mindset de, on n'est pas ce genre de couple qui après la première épreuve ou la première difficulté, bah on n'aime pas ou ça se passe pas bien et pouf, on jette quoi. On n'est pas vraiment comme ça, on fonctionne pas comme ça. Et je pense que ça joue aussi dans notre manière de gérer notre couple et du fait que ben ça continue et qu'après 4 ans on s'aime toujours. On s'aime toujours autant. Moi je trouve même que je t'aime plus qu'avant, personnellement. Mon amour, il change. Et je pense que ouais, enfin, l'amour peut prendre plein de formes différentes et ça évolue en fait. Ça évolue en même temps que nous, ça évolue en même temps que notre couple. Et voilà, enfin, je pense aussi qu'il faut pas confondre. On en a déjà parlé plusieurs fois, Mmh. du coup, mais je pense pas qu'il faut confondre un peu la passion du début, la lune de miel, et l'amour. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Je trouve que la lune de miel et les passions du début, c'est par là que démarre l'amour, c'est par là que ça commence, qu'on apprend à connaître l'autre, qu'on apprend à aimer une personne, c'est là qu'on a nos premières sensations, nos premiers papillons dans le ventre. Mais en fait, l'amour, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus global qui vient avec le temps, qui s'installe petit à petit. Et oui, après 4 ans, on s'aime toujours autant. Et comme Différemment différemment, et c'est tout aussi beau. oui, c'est juste différent. Et en fait, ça fait même du bien parce que si c'était tout le temps la même chose, je pense qu'on serait fatigué au bout d'un moment d'être dans cet amour-passion, dans cette découverte et ce crush un peu du début. Je pense que c'est pas tenable sur le long terme, c'est pas possible, on en aurait tous marre. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées là-dedans ou qui aiment juste rester là-dedans et qui sautent de relation en relation parce qu'en fait elles ont juste envie de vivre que des lunes de miel. Mais ça, c'est à la volonté de chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, on est très heureux et c'est pas un défi où tu disais tout à l'heure, on en parlait avant de faire le podcast, mais on disait tenir ensemble et enfin, c'est des mots qui sont très déjà négatifs. Mmh. On tient pas ensemble, on vit ensemble et on s'aime à deux et On c'est est tout. une équipe. Ouais. Gauthier, il me dit très souvent ça, on est une équipe et les problèmes, en fait, ce sont juste des occasions de encore plus, renforcer notre couple et d'en apprendre plus, sur nous-mêmes. Parce qu'on a eu des grosses, difficultés dans notre couple, des grosses insécurités, de part et d'autre et ça a fait que renforcer, en fait, au final, notre couple parce qu'on en a beaucoup parlé, on a beaucoup essayé de comprendre avec beaucoup d'honnêteté de où ça venait, ce qu'on pouvait faire, pour améliorer ces points-là. Donc voilà et puis, il y a aussi autre chose, dont tu m'avais parlé aussi il y a quelques jours, c'est que, par exemple, dire de 2 personnes: «Oui, mais de toute façon, elles sont ensemble, mais ce sont des âmes sœurs» ou «Eux, ils sont super fusionnels» et cetera. C'est aussi, ou alors de dire: «Ben, nous, ça fonctionne pas parce que, en fait, on n'est pas des âmes sœurs» ou, «Ben, on s'entend pas si bien que ça» ou «On n'est pas d'accord sur tout» ou que sais-je. Ou c'était pas la bonne personne. Ouais, c'était pas la bonne personne, c'est aussi une bonne manière de se déresponsabiliser. Oui. Oui, c'est ma vision des choses. Encore une fois, comme on a dit un peu dans l'intro, hein, ça peut évoluer et enfin, ça change tout le temps de toute façon, mais c'est vrai que j'ai un peu eu cette prise de conscience-là encore récemment, où je trouve que c'est un peu trop facile à mon goût de dire. Alors, des fois, ça fait du bien. Je peux le comprendre et j'ai déjà fait ça aussi, parce que quand on est dans le mal, quand on vit un moment difficile, particulièrement dans l'amour ou dans nos relations, ben, ça fait toujours du bien de déposer un peu le poids de ça ailleurs. Mais comme souvent, j'ai l'impression qu'en fait, on se déresponsabilise. Si ça n'a pas marché,
certainement pas de notre faute, c'est pas de la faute de l'autre, c'est pas de la faute de comment on a géré nos émotions ou de comment on a communiqué ou de notre organisation. Bah non, en fait, c'est juste parce que c'était pas la bonne. Et c'est plus facile. C'est plus facile de se dire ça que de se dire que ben peut-être en fait on aurait pu faire autrement ou on a un peu merdé ou les deux ont merdé parce qu'un couple c'est à deux. Et ça aussi c'est un apprentissage qu'on a eu tous les deux. Enfin, tu me diras ce que t'en penses, mais c'est vrai que souvent quand il y a un problème, on pourrait avoir l'impression que ça vient des deux. Mais il y a toujours une part de l'autre qui vient s'immiscer dans le problème, même aussi infime soit-il. Moi, c'est vrai que ce côté un peu déresponsabilisation, c'est un travail aussi que j'ai dû faire moi. Et c'est quelque chose que j'ai un peu appris au fur et à mesure, je trouve. Et se responsabiliser soi, en fait. Ouais. Mais ça, c'est donc tout pour moi. Et c'est un discours qui peut être difficile à entendre. Il y a des gens sur le toit de l'immeuble en face. C'est vrai. Ah bah, ils sont partis. Ok. Euh, On est sur les toits de Bruxelles, hein. Ça pourrait être... Non, mais c'est juste que c'est un immeuble de je sais pas combien d'étages, genre... Ouais, beaucoup. Euh, c'est un discours qui est difficile à entendre, en fait, de se responsabiliser, mais en fait, il faut juste l'entendre pour moi de la bonne manière. De toute façon, en général, quand on entend quelque chose et qu'on n'est pas d'accord avec cette chose-là, c'est sûrement qu'il y a quelque chose qui fait écho à une part de nous ou à quelque chose qu'on fait, selon moi. Moi, très souvent, les podcasts que j'ai écoutés, les discours que j'ai entendus qui m'ont le plus énervé et titillé sur le moment, c'est qu'il y avait une part de vérité dans ça ou quelque chose qui faisait écho à un comportement que j'avais ou à une manière de penser que j'avais. Et oui, je vais revenir sur le fait de se responsabiliser, mais en fait, pour moi, on confond souvent le fait de se responsabiliser et peut-être de s'auto-flageller. Dans le sens où je suis pas, par exemple, responsable d'un traumatisme que j'ai vécu dans ma vie ou du fait que mes relations précédentes se soient mal déroulées. C'est pas spécialement moi qui en suis la cause. Euh, mais c'est à moi de gérer en fait maintenant ce que j'en fais. Et justement, il faut voir ça comme une super chouette opportunité et comme une chance de, ok, j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie. Mais maintenant, j'ai le pouvoir de reprendre le pouvoir sur ma vie, sur mes émotions, sur mes activités. Peut-être pas sur mes émotions, ça c'est encore difficile, mais sur les activités, sur ma façon de voir les choses, etc. Et donc, ben, ça entre aussi en fait en compte dans la relation de couple. Par exemple, quand on va avoir tendance à avoir envie que l'autre devine un peu ce qu'on veut, ou ce qu'on aimerait faire, ou ce qu'on n'aime pas, et qu'en fait, ben, il va faire quelque chose, et ça va nous énerver. Et on va dire, ben oui, mais enfin, c'est de sa faute, il fait un truc, ici, il a toujours pas, enfin, alors que j'aime pas ça. Mais en fait, savoir se responsabiliser, c'est aussi, savoir aussi se dire, bah ok, mais en fait, je pourrais peut-être moi communiquer là-dessus clairement, éviter d'avoir des attentes irréalistes sur tel ou tel sujet, et prendre la responsabilité, moi, de faire avancer concrètement les choses pour que ça aille dans la direction que je veux que ça aille. Typiquement, si je dis pas à mon copain ou à ma copine que en fait ben j'aime pas quand il prend le réflexe de raconter cette anecdote parce que ça me saoule et qu'à chaque fois je lui fais des yeux ou que je râle ou que je bougonne et que je me dis que enfin, c'est suffisant pour qu'il comprenne mais qu'à la fête d'après il continue de raconter ce truc-là que j'aime pas du tout qu'il raconte aux autres, bah en fait genre je vais râler, je vais dire que c'est pas de ma faute, ma copine va me prendre à part, va dire ça va pas, je dis ah mais j'en ai marre, il dit tout le temps ça, ça me saoule. Ben non, en fait, enfin, prendre la responsabilité, se responsabiliser, c'est aussi, comme tu dis, en fait, comprendre et faire le choix de reprendre le pouvoir sur ce qu'on peut avoir, enfin, sur ce qu'on peut prendre Mhm. comme pouvoir. Et Mhm. Et ça facilite méga fort les choses en fait, de juste communiquer. Enfin, c'est pas toujours facile sur le moment de communiquer parce que, surtout sur des choses comme ça, c'est inconfortable. Mais par la suite, ça facilite tellement les choses parce qu'au final, bah, par exemple, après, bah, tu vas savoir que, ou je vais savoir, je sais plus dans quel sens allait l'exemple, mais que c'est quelque chose qui te dérange quand tu donnes cet exemple-là. Et je vais t'expliquer pourquoi aussi, c'est ça aussi qui est important.
d'expliquer pourquoi et donc bah, tu seras peut-être plus attentif à ça. Bah oui, c'est vrai que aussi quand je repense un peu au début du coup de ce que tu disais, j'aime bien aussi l'idée que bah en fait il n'y a pas vraiment d'âme sœur ou de personnes faites pour nous spécifiquement. Je crois pas trop à la personne unique au monde, la seule sur Terre qui est faite pour nous. Je pense que évidemment tout le monde n'est pas fait pour tout le monde et il faut savoir trouver une personne avec qui ça match, avec qui ça colle et avec qui ça peut fonctionner. Mais en fait, je pense que l'âme sœur, on la crée un peu au fur et à mesure. On crée notre partenaire de vie, on construit quelque chose ensemble et c'est aussi les années, les mois, les jours qui passent et les souvenirs qu'on se crée, les anecdotes qu'on se crée, les moments qu'on vit ensemble, qui font qu'en fait cette personne qui était à la base une inconnue devient petit à petit une personne irremplaçable, et la personne unique. Mais ça, c'est quelque chose que on aime beaucoup parce que c'est romantisé dans les films ou dans les séries de ce truc de l'âme sœur, t'as trouvé ton âme sœur et du coup tout va bien dans la relation, etc. Et même ça s'entend beaucoup dans nos discours de oui, mais sans moi, sans toi, moi je suis rien, t'es ma moitié, ou ce genre de discours qui au final crée beaucoup plus de déséquilibre dans le couple qu'autre chose. Et ça, du coup, on peut en venir au acquis et pas acquis. Ça, je pense que c'est une des difficultés qui est une des plus fréquentes aussi, peut-être, dans les couples, et qui a aussi été super challengeante pour nous et qui le reste encore maintenant, mais peut-être avec une moins grande puissance qu'avant de ce truc de, bah, justement, on repose tout sur l'autre, enfin pas tout, mais en tout cas en grande partie, parce qu'on n'a jamais été le genre de couple à tout reposer sur l'autre. Dès le début, dans nos discours, on était conscients, et moi j'ai toujours été consciente que bah, on n'allait peut-être pas rester ensemble toute notre vie, etc. Et je voulais pas genre partir du fait que deux, c'était une histoire à l'eau de rose et que ça allait toujours être parfait et qu'il n'y avait pas de possibilité qu'on se sépare et blablabla. Pas du tout, c'est pas être dans une extrême. Mais oui, ce truc-là de bah moi, sans toi, je suis rien, tu mon pilier. Si on se sépare, moi je vais pas tenir le coup, et cetera. En fait, ça met beaucoup de pression à l'autre et ça crée du déséquilibre et ça fait comprendre à l'autre qu'en fait, ben, il est acquis pour nous. Non, on est acquis pour lui. Je sais même Ouais, plus ce que je veux on est dire. acquis pour lui. On est acquis pour lui parce qu'en fait, il a plus aucun effort à faire. Il a plus besoin d'être désirable parce que de toute façon, bah, nous, on l'aime et voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et en fait, enfin, c'est pas grave. Moi, le nombre de fois où on a utilisé aussi ces expressions, en fait, enfin, je trouve pas que c'est mal de le dire, mais je pense qu'à force de le dire, on pourrait finir par y croire, ou on pourrait finir par le prendre au pied de la lettre. Et tu vois, enfin, je trouve ça super beau en soi de dire, bah, t'es ma moitié, ou sans toi, je suis rien, ou euh, t'es tout pour moi. Mais si c'est la réalité, si l'autre est vraiment tout pour vous, bah de un, c'est pas très intelligent parce que vous mettez tous vos œufs dans le même panier et le jour où la relation ne se fasse plus comme avant ou ne se passe plus bien, ben vous perdez tout. Euh, et je pense aussi que, comme tu dis, en fait, ça met une pression énorme sur l'autre, de un, parce que ça laisse entendre. En fait, je vais aller très très loin et je suis pas en train de dire que les gens le font consciemment, mais ça peut inconsciemment induire une forme de chantage affectif. T'es tout pour moi. Ne me quitte pas. Ne me lâche pas. Ne me fais pas du mal. Ne me fais pas du tort. C'est un peu ce truc de mais tu te rends compte l'importance que t'as pour moi? Tu te rends compte la pression que l'importance et la pression que je te mets sur les épaules? T'es tout pour moi, donc t'as pas intérêt à faire quelque chose qui n'irait pas dans mon sens ou qui me ferait du mal, parce que ce serait une catastrophe pour moi. Et t'as pas envie de me détruire. Enfin, il y a un peu ce jeu-là de bah, cette énorme pression qu'on met sur l'autre. Et évidemment que moi, je te l'ai déjà dit. Enfin, je veux dire, je t'ai déjà dit plein de fois que t'étais ma moitié et des choses comme ça. Mais voilà, avec les expériences un peu difficiles qu'on a vécues, bah moi, j'ai dû apprendre à me rendre compte que, ben non, en fait, avant d'être un couple, tu es Julia Lobet et je suis Gauthier Wayne. Enfin, tu es Julia, je suis Gauthier, et, euh, et on est en couple, et on s'aime tous les deux, mais on s'aime aussi, et on a aussi de l'amour pour nous-mêmes, de l'amour pour nos amis. Enfin, voilà, je m'égare un peu, mais
Mais j'aime beaucoup cette idée-là de faire attention à pas mettre trop de pression et aussi de pas être trop acquis pour l'autre. Bah, continuer en fait à être désirable pour l'autre, c'est se séduire tout le temps. Mhm. Et aussi du coup, bah, par rapport à ça, peut-être juste revenir sur le fait que c'est totalement possible d'être indépendant et d'être en couple. Moi, je suis quelqu'un de très indépendante de base. Et c'est vrai que du coup, on pourrait se dire que ça va pas avec le fait d'être en couple et que être en couple, c'est une contrainte parce que du coup, tu peux pas faire ce que tu veux, alors que pas du tout. D'ailleurs, moi, si c'est pas possible de concilier les deux, je me vois pas en couple. C'est super important pour moi de pouvoir avoir mes moments à moi, mes activités à moi, mes amis à moi, sans que ça pose en fait aucun problème dans notre couple. Un frein ou un blocage. Oui, sans que ce soit un Ouais. frein. Et en fait, justement, enfin, c'est pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sain. Et je suis super heureuse quand Gauthier il passe des moments avec ses amis, quand moi je passe des moments avec mes amis. Et c'est vrai qu'on m'a déjà posé plusieurs fois la question. Je l'ai dit dans ma présentation et dans mon podcast d'avant, moi j'adore voyager. Et j'adore voyager avec des amis, avec ma famille, avec Gauthier, mais j'adore aussi voyager seule. Et donc pour moi, c'est super important. Et il y a, enfin pour moi, en tout cas, il n'y a aucun souci avec ça. Et c'est tout à fait possible d'être en couple et de garder cette part d'indépendance, de pouvoir avoir tes projets de ton côté. Euh, ouais, Mhm. C'est marrant parce que c'est une dynamique. Enfin, tu me dis enfin, si t'es d'accord avec moi, mais je viens de me rendre compte à l'instant que c'est une manière de fonctionner que je trouve géniale et qui souvent est beaucoup plus présente chez les stars ou les personnalités publiques. Parce qu'elles peuvent pas faire autrement que d'avoir leur projet. Quand un acteur de cinéma sort avec une chanteuse, quand la chanteuse fait sa tournée et que l'acteur est sur un film, ben ils vont mettre l'accent leur carrière ou sur leur projet ou sur leurs aventures. Et et ils peuvent pas délaisser ça pour mettre tout pour leur couple. D'ailleurs, parfois, eux, c'est tellement à c'est l'extrême à que... l'extrême. Ouais, eux, ben non, je suis pas en train de me comparer à eux, mais juste c'est Mm. marrant parce que du coup, ben, je pense qu'il y a une part de bon quand même là-dedans, dans le sens de, bah oui, il faut pas tout abandonner C'est pour... important d'avoir un juste milieu pour Ouais. moi. Et de mettre de l'énergie dans tout, de mettre assez d'énergie dans le couple, mais d'en mettre aussi assez dans soi en fait, et dans ses propres activités, ses propres amis. Mais c'est très important aussi pour moi de mettre de l'énergie dans le couple, parce que sinon, justement, on en arrive dans ce truc-là on croit que l'autre est acquis, et on met de l'énergie pour plein d'autres choses. Nous, on n'est pas, on n'est pas encore parents, on est loin d'être parents, peut-être qu'on le sera pas, je sais pas. Euh, C'est un autre débat, ça. mais mais c'est vrai qu'il faut mettre de l'énergie dans son couple, il faut prendre des temps. Pour nous deux, il faut qu'on prenne le temps de pouvoir discuter de ce qui va, de ce qui va pas, de prendre du temps qualitatif et pas juste beaucoup de temps où on passe ensemble. Mais par exemple, on ressent aussi, moi je ressens une très grande différence quand Gauthier il va être beaucoup avec moi à mon côte. On va passer du temps ensemble et au final, on va travailler tous les deux de notre côté, on va faire tous les deux nos trucs de notre côté ensemble. On a l'impression de passer beaucoup de temps ensemble alors qu'en fait, on passe pas vraiment du temps qualitatif. Alors que si par exemple, on va partir juste une journée en train à Bruges, là, je vais ressentir, waouh, ça m'a fait trop du bien. Parce qu'on met de l'énergie aussi pour ça. On a mis de la conscience sur, sur le fait qu'on avait tous les deux envie de profiter l'un de l'autre. Et on a profité l'un de l'autre. Et, euh, et c'est méga important. Et en fait, pour revenir sur juste avant, en fait, quand on passe du temps ensemble, c'est comme si on a investi un peu pour notre couple et pour le bien-être de notre couple. On investit du temps, de l'énergie, de l'amour pour nous deux. Mais c'est aussi important d'investir pour soi, d'investir du temps pour ses projets personnels, ses plaisirs personnels, ses relations amicales, familiales, son temps de repos aussi. Et c'est autant important l'un que l'autre parce que on l'a vécu d'ailleurs tous les deux. Quand un partenaire est pas bien, lui tout seul, le couple peut pas aller bien non plus. Donc si vous n'allez pas bien, votre couple n'ira pas bien. Donc si vous investissez que dans votre couple au détriment de vous, vous avez l'impression de tout donner pour votre couple, mais en fait, ça ne vous donnez pas tout pour votre couple parce que si vous voulez vraiment tout donner, donnez d'abord tout pour vous. Ah, C'est méga important. pardon.
Après, ça veut pas dire non plus que vous devez être dans un truc parfait où vous êtes la meilleure version de vous-même, parce que d'ailleurs ça c'est un truc qu'on entend beaucoup, mais même avant même d'être en couple, il y a beaucoup de gens qui disent que il faut d'abord que tu sois bien avec toi-même, et si t'es pas bien avec toi-même, t'attireras pas les bonnes personnes à toi, et donc tu pourras pas être en couple, etc. Moi je suis pas d'accord avec ça, parce que je pense qu'on n'est jamais à 100%, il y a toujours, enfin, ou même c'est par vague en fait, et heureusement que on reste ensemble. Malgré le fait qu'il y a des moments où il y a des hauts et il y a des bas, mais c'est juste une question pour moi, bah, d'équilibre et d'être conscient de ça. Je pense que d'ailleurs, c'est justement ça, une des puissances du couple, un des points positifs du couple, une des facilités même, c'est que c'est un bonheur pour moi quand je suis pas bien, de rentrer, d'avoir un câlin, d'avoir un regard, d'avoir une oreille qui m'écoute, qui me rassure, qui me fait rire. Ça me fait du bien, mais à partir du moment où un couple, c'est à deux, tout ce qu'on reçoit de l'autre, ben, il faut savoir que de temps en temps, ben, on peut aussi le donner à l'autre. Quand Julia, elle rentre, ben, et qu'elle est pas bien, qu'elle a passé une mauvaise journée, ben, c'est peut-être moi qui vais lui faire un câlin, qui vais la rassurer, qui vais la consoler ou qui vais essayer de la faire rire un peu pour se changer les idées. Mais je pense que c'est ça une des puissances du couple, c'est qu'on n'est jamais seul, dans les bons et les mauvais moments. Et j'aime bien ça d'ailleurs, dans les bons et les mauvais moments, parce qu'en fait, quand on vit des bons moments, c'est aussi un plaisir et un bonheur de le partager et de pas le vivre tout seul. Mhm. Oui, tellement. Tu parlais du voyage tout à l'heure, mais c'est marrant, enfin, on est vraiment super à l'aise aussi avec ça. Et j'adore ça, que tu puisses te dire, ben, j'ai envie de partir une semaine, tu pars. Moi, j'ai envie, on parlait tout à l'heure avec mes potes de faire un voyage en Amérique. À aucun moment, j'ai eu le réflexe ou même l'idée ne m'est venue à l'esprit de me dire, oh, mais je peux pas parce que qu'est-ce que Julia va faire pendant 3 semaines? Et c'est aussi ça, en fait, une forme, c'est ça la forme d'autonomie et d'indépendance qui est toujours là. C'est de se dire, ben, en fait, c'est pas parce que je suis en couple que je peux pas faire des trucs géniaux, que je peux pas partir un mois aux États-Unis ou toi, enfin, partir au Canada, parce que tu avais quand même envie, il y a quelques mois, de partir au Canada pendant 6 mois. Et tu l'as pas fait que à cause de moi. Enfin, finalement, tu as voulu faire des études, tu avais un autre projet aussi professionnel en tête, et donc c'est ça qui a primé. Et donc tu es resté en Belgique. Mais à aucun moment, tu t'es fermé la porte au Canada parce que ou à cause de moi. Pas du tout. Mais ça fonctionne quand les 2 sont OK avec ça et quand les 2 ont la même philosophie, le même mindset. Évidemment que tu peux pas être comme ça si tu es avec quelqu'un qui ne supporte pas la distance et qui n'a pas la même vision des choses. Parce qu'alors il y en a un dans le couple qui va souffrir, quoi. Et pourtant, tu dis ça, mais on supporte pas trop la distance. Non, on la supporte pas. On trouve des compromis en fait. Ouais, On se met soit en premier, et puis nous deux, ben d'office, ça fait partie aussi de l'équation en fait. On fait attention, très attention à ça. ouais. C'est marrant parce que le nombre de fois où je lui ai dit, enfin où je t'ai dit, hein, enfin, c'est paradoxal parce que t'es la seule personne que j'ai pas envie de voir partir, et pourtant t'es la seule que je serais capable d'attendre. Tu vois? Mais c'est ça, et c'est ce qui se passe dans ma tête. Faut juste être capable de nuance en fait. Pour moi, je prône la nuance à chaque fois que je parle avec n'importe qui. Euh, et ben là encore une fois, je saurais pas évidemment t'attendre pendant 20 ans. Je serais malheureux pendant 20 ans en fait. Parce que je suis heureux quand t'es là. Pas que, mais j'ai besoin que tu sois là quand même. Et ça veut pas dire pour autant que tu peux pas partir en vacances ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on parlerait de routine? Oui, la routine. Ce fameux, le fameux thème de la routine, très important, très délicat comme sujet. Est-ce que je peux d'abord commencer par une petite précision? Vas-y. J'aimerais préciser d'abord que qu'on voit ça d'une manière positive ou d'une manière négative, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la routine, ça c'est à chacun de voir ce qu'il préfère, ce qu'il aime bien, ce qu'il aime pas. Force est de constater que tout le monde a besoin d'un minimum, je dis bien d'un minimum de routine. On a vu ça, on voit ça en cours, c'est quelque chose d'indispensable pour notre cerveau, pour gérer le quotidien, pour gérer le nombre de décisions qu'on doit prendre à la seconde, pour vivre dans une forme de structure. Ça fait du bien la routine. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin de très peu de routine, il y a des gens qui ont besoin d'une grosse routine. Et ça dépend de chacun. Mais on peut pas vivre sans routine. Ça, c'est une certitude.
Ouais, et en fait, moi, pendant longtemps, justement, dans mon caractère et dans mes besoins, j'ai beaucoup justement ce besoin de changer, d'apprendre de nouvelles choses, de me challenger, etc. Et donc, je me suis beaucoup dit que moi, la routine, c'était ma pire ennemie, alors qu'en fait, pas du tout. En partant un an, du coup, en Australie, je me suis rendu compte que j'en avais vraiment besoin. Parce que, bon, on restait jamais très longtemps au même endroit. Le maximum qu'on est resté tous les deux, je pense, c'était... 2 mois? Non, en Portugal, c'était genre 4 mois. Oui, mais même à Port-Douglas, on a changé Oui, c'est vrai qu'on a d'appartement. changé de On a logement. changé de logement Mais plusieurs fois. ouais, ouais, non, c'est vrai que en fait, oui, je pense qu'on même pas 2 mois, quoi. On est resté dans Nos une valises ont auberge de bougé. jeunesse, Ouais. puis après on était dans un appartement partagé avec quelqu'un, puis après dans un autre appartement pendant 3 semaines, puis après dans un autre pendant 2 semaines, pour au final refaire les valises à nouveau, reprendre l'avion, partir dans un autre endroit. Et c'était incroyable. Et justement, ça m'a appris plein de choses, mais ça m'a aussi appris que après un an, en fait, la routine, c'est trop bien, mais juste pour des simples choses. Que ce soit, je sais pas, prendre le temps de bien déjeuner, de juste si tu dois prendre un médicament, comment tu veux avoir une routine, de te dire: «OK, moi je prends mon médicament tous les matins ou tous les soirs», à partir du moment où tu es jamais au même endroit, où en fait tu peux pas avoir des automatismes, où tu vas partager ta salle de bain avec 36 000 autres personnes, où, le matin, le soir, quand on rentrait du travail, il y avait, de la musique à fond, dans Oh, l'espace communautaire. Enfin bref, c'est toutes des petites futilités, mais c'est super important. Et je me suis rendu compte que même, bah oui, au niveau de mes amis, de savoir que j'allais voir, que je vois ma famille, etc. Bah, avoir une routine, ça fait du bien. Avoir une routine pour, par exemple, justement, me tenir au sport. Moi, je m'étais dit l'année passée que ça allait être l'année où j'allais enfin me mettre au sport, parce qu'en Australie, il y a super fort cette culture-là du sport. Bah, j'ai pas du tout réussi. On n'avait jamais la même routine. On avait la même routine pendant 3 semaines. Donc, parfois j'avais tel horaire, parfois j'avais tel horaire. On n'habitait pas au même endroit. Donc, en fait, ma routine sportive, j'arrivais pas du tout à la mettre en place. Et une routine, c'est super important aussi, justement, oui, pour avoir une structure, pour réussir aussi parfois à se discipliner. ouais. Et je me souviens, enfin, ça, là, on parle en général, mais du coup, en fait, je pense que dans le couple, c'est exactement la même chose. Il y a des couples qui vont pas trop aimer la routine et qui vont essayer de la changer, enfin de la briser le plus possible. Il y a d'autres couples qui vont bien aimer la routine et qui vont être heureux comme ça, j'en connais. J'ai un ami, j'ai rencontré sa copine il y a 2 ans et c'était assez flagrant, ça m'a bien fait rire parce que du coup on s'amusait à comparer avec mon couple à moi. Mais je sais qu'une des premières choses qui nous a fait du bien avec Julia, après quelques semaines où moi je suis arrivé en Australie et je l'ai rejoint, bah, c'était de savoir qu'on avait fixé nos 2 jours de congé en Australie et qu'on savait que ça allait être le moment où on allait pouvoir bah, faire une activité, passer du temps qualitatif. Et enfin, c'est une époque où on avait mais pas du tout de routine. Et donc le peu de routine qu'on pouvait avoir, bah en fait on s'y accrochait. Et je sais que la vie est pas du tout la même là-bas, on pourrait jamais se permettre de faire ça ici. Mhm. Mais dès qu'on en avait l'occasion, après le travail, euh, plusieurs fois par semaine, 1 ou 2 fois par semaine, on allait au resto. C'est bête, mais c'est aussi une forme de d'habitude qu'on prend pour passer du temps rien qu'à nous deux, passer du temps qualitatif et en fait avoir une forme de structure parce que Ça, c'est surtout avoir une forme de structure. ouais, parce qu'en fait on aura beau dire ce qu'on veut, mais à force d'être dans la déstructure, on se perd, on est perdu et Il n'y a aucune stabilité. on n'a pas de stabilité, c'est ça. C'est la stabilité, c'est la structure. Et ben maintenant, on peut très bien comparer par exemple avec maintenant où on est installé, on est de retour en Belgique, donc on n'a plus cet environnement qui change en permanence, les activités qui changent en permanence, le travail qui change aussi. Et on se retrouve de nouveau dans la balance inverse où du coup l'effort ne va pas être d'installer une forme de routine, mais l'effort va être de casser la routine. Mais donc encore une fois, on revient à la nuance. Oui, en fait, il faut tout le temps rééquilibrer en fonction de toutes les situations, mais c'est ça qui est super chouette et super intéressant. Ouais. Et là, je vais faire un peu mon docteur philosophie. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est que voilà, ça fait à peine 4 ans qu'on est ensemble. Et en fait, je me rends compte que ben, j'ai jamais eu peur. Je suis pas quelqu'un qui a peur de la routine, mais Julia est quelqu'un qui a peur de la routine, qui a pas envie de routine, qui a besoin de la casser.
Et en fait, je me rends compte qu'en à peine 4 ans, on s'est déjà retrouvés, mais dans plein de situations différentes, où il y avait des mois où c'était très routinier, mais des mois où en fait on se retrouvait mais complètement à l'autre bout de la planète, ou en voyage, ou dans un cas particulier où en fait on faisait quelque chose de complètement différent. Et en fait, je me rends compte que la vie change tellement tout le temps et bouge tellement tout le temps, bah que en fait, si vous n'aimez pas la routine, vous aurez toujours des occasions en couple de bouger et de faire bouger la routine, mais c'est pas la vie qui va vous le donner. La vie vous allez avoir des opportunités et ce sera à vous de les saisir si vous en avez envie aussi, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai l'impression qu'on a vécu les choses. Oui, parce que même si on reprend l'exemple du restaurant de tout à l'heure, quelle routine de luxe! Waouh! Mais Qu'on non, ne peut mais plus tenir maintenant, évidemment. oui, oui, mais même ça, genre, je dis que c'était une routine, mais on allait à chaque fois dans des restaurants différents. Ouais. Donc, tu peux dire que on n'avait pas une routine dans la routine. Ouais, et d'ailleurs c'est marrant parce que maintenant on essaye de reprendre cette habitude-là, Oui, mais maintenant c'est plus une routine, c'est un moyen de casser la routine. oui, parce Et qu'on c'est un sort. peu l'habitude du pauvre. On va plus au restaurant, maintenant on essaye d'aller boire un verre dans des bars différents. C'est pas la même chose, mais ouais, c'est toujours une question de nuance. Et j'aime bien cette idée. euh, Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais juste de se dire que la vie va toujours nous apporter des nouvelles choses, des opportunités. La différence, ça va être est-ce qu'on saisit l'opportunité ou pas? Et est-ce qu'on est actif ou pas dans ces changements de vie, ces changements, ou au contraire, est-ce qu'on est actif dans ce besoin d'installer une routine? Parce qu'on pourrait très bien avoir besoin de routine, mais en fait, jamais rien faire pour qu'elle s'installe, ou jamais rien faire pour que la stabilité vienne. Et, euh, et ça, c'est une question de choix, c'est une question de situation. Je suis pas en train de dire que ça dépend que de vous. Bien au contraire, je pense que souvent même, les choses qui vont bouger, c'est indépendant de notre volonté. Et en fait, on doit faire avec. Donc voilà, je veux pas mettre la pression, toute la pression sur les épaules de qui que ce soit, mais moi, ça m'a fait du bien en tout cas. Et ça a été ça, en fait, qui a fait que j'ai décidé de te rejoindre en Australie, hein. C'était de me dire, putain, mais Gauthier, t'as toujours rêvé, t'as toujours dit à tout le monde, ouais, moi, quand je serai grand, j'aurai une vie incroyable, j'ai voyagé. Et maintenant que ta copine te propose de faire un voyage, tu fais un pas en arrière et tu recules et tu sais pas si c'est bon ou si c'est pas bien de le faire. Bah, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais Gauthier, enfin, si tu veux à un moment donné que ta vie soit comme tu l'avais prédit ou comme tu l'avais annoncé, bah, en fait, il faut que tu prennes la décision, la fameuse décision de dire oui et de prendre tes billets d'avion, de trouver un job pour payer ton billet d'avion. Vous vous rappelez le déclic dans le podcast précédent? Ah oui, Il oui. n'était pas magique du jour au lendemain. Ah non, moi, il m'a fallu plusieurs mois en fait. Il m'a fallu plusieurs mois. Mais finalement, ben voilà, Julia m'a mis devant les yeux une opportunité et il m'a fallu du temps, mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai saisi l'opportunité. Et ça a bien changé ma routine pour le coup. Et du coup, une dernière chose avant de terminer ce podcast, c'est que, en fait, toutes ces questions-là, on se les pose, je pense, parce que, bah, comme je l'ai vu en cours, en fait, les normes changent beaucoup. Avant, enfin, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous pensez, en fait, que les couples de maintenant, ils durent plus, et les couples d'avant, ils duraient pendant super longtemps? Je sais qu'il va y avoir certains éléments qui vont revenir. En tout cas, moi, j'ai déjà posé plusieurs fois la question à mon entourage et c'est souvent la même chose qui revient. Mais en fait, il suffit déjà, dans un premier temps, de réfléchir à la durée de vie des gens. Si on va beaucoup, bien sûr, dans le passé, mais avant, les gens, ils vivaient pas jusqu'à 80 ans, 90 ans, comme aujourd'hui. Ils vivaient jusqu'à 45 ans. Et donc, au final, ils se mariaient. À ce moment-là, ils pouvaient commencer à avoir des relations sexuelles, etc., qu'à partir du mariage. Mais donc, au final, leur vie conjugale, elle durait 15 ans, plus ou moins. Maintenant, si on se met en couple avec quelqu'un, imaginons à 20 ans, même 25 ans, et que on vit jusqu'à 80, 90 ans, vous vous rendez bien compte que bon, les 15 ans, ils sont bien dépassés. Donc c'est ça aussi qui est un gros challenge. Et du coup, ben, la chose la plus importante aussi, c'est que avant, les relations, elles étaient basées sur le mariage. Donc on décidait pas avec qui on se mettait, on apprenait à aimer quelqu'un ou à jamais l'aimer en fait. Mais maintenant, les relations, elles sont basées sur l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose qui est pas stable. En fait, on disait au début que c'est stable, mais c'est parce que on construit. Mais donc l'amour passionnel,
enfin, la passion, c'est pas du tout quelque chose de stable, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Et donc si on se base que sur ça, bah forcément que bah, on peut se séparer après 2 mois, après 1 an, après 2 ans, après 3 ans. Et en fait, c'est quelque chose qui se construit, mais donc c'est normal qu'on soit perdu parce que les normes sont plus du tout les mêmes, même l'éducation que nos parents ont eue n'est pas la même que celle qu'on a maintenant. Là, on vit dans un monde justement où tout est très fort remis en question et je trouve ça trop chouette que justement, si on se sent pas bien dans une relation, on puisse changer, qu'on soit pas obligé de rester avec la même personne pendant 50 ans. Parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est pas que rester 3 mois avec quelqu'un puisse se rendre compte qu'en fait, c'est quelqu'un, avec qui on se sent pas du tout aligné ou pas du tout soi ou je sais pas, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, que c'est pas bien de se séparer de cette personne-là, pas du tout. Non, c'est même au contraire, c'est même mieux. Je pense qu'un des pièges, ce serait justement, on en parlait tout à l'heure, de s'oublier pour la relation, de se sacrifier pour la relation. D'ailleurs, c'est pas que, là on en parle dans le cadre du couple, hein, mais ça peut exister pour les amitiés, ça peut exister pour les enfants. Combien de parents se sacrifient et s'oublient pour leurs enfants? Je pense que, je pense qu'il faut pas tomber dans ce piège-là et en fait, ben, par la force des choses, si jamais on continue d'investir en et de prendre du temps pour nous et pour notre bonheur, pour notre évolution personnelle, pour notre épanouissement, bah en fait, si on regarde les choses avec un petit peu plus de recul, on se rend compte qu'on est des êtres humains et qu'un être humain, il évolue chaque année, chaque 5 ans, chaque décennie et enfin moi je vois pas du tout, je ne glorifie pas les relations, de 80 ans. Je trouve ça très beau, je trouve ça très romantique comme on l'a toujours vu dans les films Ils et vécurent heureux ils et vécurent heureux et beaucoup beaucoup d'enfants, d'enfants. ouais. Voilà, avec Julien, on rigole souvent, mais on adore le film Là-haut. Et on se dit souvent, oh, I wanna grow old with you. On se dit souvent, ouais, voilà, moi j'ai envie de vieillir avec toi, j'ai envie d'avoir mon. Je lui ai déjà fait des blagues comme ça, où j'ai envie que on s'achète notre premier dentier ensemble. Parce qu'évidemment que je l'aime, et évidemment que j'ai envie que cet amour-là et ce bonheur que j'ai au quotidien, il dure jusqu'à la fin de mes jours. Mais j'ai pas envie de me jeter la pierre et de jeter la pierre à Julia si à un moment donné ça marche plus. Hem, Surtout pas parce que, je valorisais le fait que je voulais une relation qui dure jusqu'à la fin de ma vie. C'est pas ça. Le plus important, c'est pas ça que je veux pour moi. En fait, ce que j'aimerais, simplement faire passer comme idée, c'est que les êtres humains et chacun de nous, on évolue d'année en année, de jour en jour. Et il faut bien se rendre compte que statistiquement parlant, je sais que ça peut paraître un peu contradictoire de parler de statistiques et d'amour, mais on se rend compte que quand on étudie un petit peu les relations humaines, ça revient souvent finalement. Euh, Bah, deux personnes qui évoluent et qui vont vivre des choses différentes, parce que vous avez beau être en couple, vous allez vivre une vie complètement différente, hein, deux points de vue mais complètement opposés, avec des relations différentes, une famille différente et un travail qui est souvent différent. Donc vous allez vivre deux vies différentes malgré tout, qui vont vous façonner, qui vont vous faire évoluer. Vous allez recevoir des coups que l'autre ne va pas recevoir. Vous allez recevoir des joies et vivre des moments de bonheur que l'autre ne va pas recevoir. Vous allez faire des rencontres que l'autre ne va pas vivre et ne va pas rencontrer. Donc en fait, c'est aussi un peu un jeu de hasard et de chance et de beaucoup de travail, mais il y a une part de hasard, de chance et de choses qu'on ne contrôle pas qui font que, ben, voilà, des personnes vont pouvoir vivre ensemble, en étant aimés et en aimant l'autre jusqu'à la fin de leur vie. Parce que bien souvent, ben, il arrive que voilà, il y ait pas forcément de fautif, mais qu'une personne se rende compte que elle pensait être hétérosexuelle et puis en fait elle l'est pas. Ou l'inverse. Ça arrive aussi ça. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Bah ça chamboule tout, ça remet plein de choses en question. C'est la faute de quelqu'un? Je pense pas. Je pense qu'on évolue, simplement. On prend conscience de certaines choses aussi avec le temps. Il y a des choses qu'on aimait bien à 20 ans, qu'on n'aime plus du tout à 40. Quand je vois mon papa, mais j'ai l'impression là c'est pas bien de dire ça, mais il refait sa crise de la quarantaine, mais j'ai l'impression d'avoir un papa complètement différent maintenant il y a 15 ans quand j'étais en primaire et que voilà, que je rentrais à l'école et qu'il venait me chercher. Donc, voilà, c'est une explication très longue, je suis désolé, je vous avais dit que j'étais bavard. Je vous avais dit que j'étais bavard, mais voilà, je Ouais. pense qu'il faut pas flageller, il faut pas s'auto-flageller si votre relation elle dure pas. Et il faut pas, enfin moi en tout cas,
je ne dévalorise pas les relations courtes et je ne valorise pas aveuglément les relations longues, euh, parce que parfois des relations longues ne veulent pas dire des relations épanouies et inversement. Oui, parce qu'on en voit plein autour de soi. Je pense que vous en voyez plein aussi, hein, des couples de parents, par exemple, qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans et ça a pas l'air incroyable. Ouais, Enfin, leur relation a pas l'air incroyable. Donc voilà, c'était juste plutôt un message d'espoir du fait que c'est possible, en fait, sans vivre dans un monde de bisounours, d'être dans une relation longue, du moins pour notre âge, parce que 4 ans, c'est long pour notre âge. c'est long pour nous, mais c'est très Voilà. court pour d'autres. On en est bien conscient. Hem, que c'est possible d'être heureux, d'être épanoui, d'être super content d'être en couple et de pas voir ça comme une contrainte et de pas se dire: «Ben mince, je suis pas célibataire». Non, moi je suis trop contente chaque jour et je pense que si je le voyais comme une contrainte, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Voilà, c'était un peu ça. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. À partir du moment où on voit l'autre comme un boulet qui nous freine, il y a deux options. Soit on arrête la relation parce que visiblement on n'a pas besoin de ça maintenant, soit ben, on en discute et on se rend compte qu'en fait il y a beaucoup plus d'options, d'opportunités et de liberté que ce qu'on ne le pense dans une relation à deux. Moi je dirais plutôt: «D'abord on en discute Oui, et évidemment. après» mais non, mais C'était c'est pas ça, un mais ordre, je disais juste les deux options, mais c'est oui. notre manière de voir les choses. C'est d'abord on va discuter et bien sûr que si à un moment ça va pas, oui. Mais nous, on discute d'abord toujours avant. Ouais. Enfin bon, c'est frustrant parce que j'aimerais trop encore en parler pendant, enfin on pourrait encore en parler pendant 3 heures, quoi, tellement c'est intéressant. Il y a tellement de sujets encore qu'on n'a pas développés ou d'idées qu'on n'a pas, mais ce sera sans doute pour un autre podcast. Oui, ici, c'était un peu une discussion générale, globale, de plein de choses qui nous passent par la tête. Mais en soi, oui, c'est vrai qu'on pourrait faire des podcasts plus ciblés sur une difficulté, sur un sujet en particulier, en fait. Voilà. Ouais. J'espère que ça vous a plu d'avoir Gauthier comme invité et de vous plonger un peu dans nos discussions et dans nos échanges. Alors, si ce podcast vous a plu, vous a touché ou a égayé votre journée, que vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'oubliez pas que partager, c'est donner un peu de bonheur à quelqu'un d'autre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!